Je m'appelle Hazel, j'ai 32 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, mon père a tout contrôlé chez moi par le biais de la violence psychologique et physique. Personne n'est jamais intervenu, pas même lorsqu'il m'a écrasé le visage dans mon assiette devant des partenaires commerciaux. Ma mère a même eu un sourire narquois et a dit « Au moins maintenant, tu vaux la peine d'être regardé ». Mon père a ajouté « Elle n'a aucune valeur, juste un accessoire à ma table ». Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la réaction de ses invités. Leurs visages ont pâli lorsqu'ils ont vu ce qu'était réellement ma famille. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mon parcours pourrait vous aider à trouver votre propre issue. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine parfaite. Mon père, Harold, était un homme d'affaires prospère qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Notre maison dans la banlieue de Boston faisait l'envie du voisinage avec sa pelouse impeccable et son décor de bon goût. Ma mère, Diane, était connue pour organiser les dîners et les événements caritatifs les plus élégants. Et puis il y avait moi, leur fille unique, toujours vêtue de vêtements chers, toujours souriante sur les photos de famille. Personne ne voyait ce qui se passait une fois les portes fermées. Mes plus lointains souvenirs sont ceux où j'essayais désespérément d'obtenir l'approbation de mes parents. Quand j'avais 6 ans, j'ai ramené un projet artistique de l'école. Mon enseignante l'avait complimenté, l'avait même affiché sur le mur de la classe. Je me souviens avoir quasiment bondi d'excitation pour le montrer à mes parents. Mon père y a jeté un œil pendant à peine une seconde avant de dire « Est-ce vraiment le mieux que tu pouvais faire ?» La perspective est complètement fausse. Je ne savais même pas ce que signifiait la perspective à cet âge. Ma mère n'était pas mieux. Elle était obsédée par les apparences. « Tiens-toi droite, Hazel. Souris plus naturellement, Hazel. Cette tenue te fait paraître potelée, Hazel. » Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. J'ai appris que leur amour était conditionnel, basé sur des réussites et des performances qui étaient constamment en deçà des attentes. Lorsque mon frère, Thomas, est né quand j'avais 8 ans, j'ai pensé que les choses pourraient changer. Peut-être qu'avec 2 enfants, la pression diminuerait. Au lieu de cela n'a fait que souligner la différence dans la façon dont nous étions traités. Thomas ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Ses bulletins scolaires médiocres étaient célébrés, tandis que mes excellentes notes étaient attendues. Ses crises de colère n'étaient que des garçons qui se comportent en garçons, tandis que mes larmes étaient de la manipulation émotionnelle. Notre famille élargie a dû se douter que quelque chose n'allait pas. Ma grand-mère m'a demandé une fois si tout allait bien à la maison après avoir remarqué que je sursautais lorsque mon père élevait la voix. Mais quand j'ai commencé à lui raconter, ma mère est intervenue, détournant la conversation. Ma tante, Patricia, me lançait parfois des regards inquiets, surtout quand mon père me critiquait devant les autres, mais elle n'a jamais rien dit. Personne ne l'a jamais fait. Les signes avant-coureurs de la rage de mon père ont toujours été là. Quand les affaires tournèrent mal, il frappait dans les murs ou jetait des objets. Ma mère m'a appris dès mon plus jeune âge à gérer ses humeurs. « Reste tranquille quand il rentre à la maison avec cette tête », chuchotait-elle. « Ne lui donne aucune raison de te remarquer. » Je suis devenue une experte pour me rendre invisible, ne parlant que lorsqu'on m'adressait la parole, anticipant ses besoins avant qu'il ne les exprime. L'école est devenue mon seul refuge. Je me suis plongé dans les études et les activités extrascolaires, en partie pour gagner leur approbation, mais aussi pour rester loin de la maison autant que possible. Je me suis inscrite à tous les clubs qui voulaient de moi, club de débat, conseil des élèves, orchestre, volleyball,
n'importe quoi pour retarder le retour dans cette maison. Au collège, j'avais intériorisé la croyance qu'il devait y avoir quelque chose de fondamentalement mauvais chez moi. Sinon, pourquoi mes propres parents me traiteraient-ils ainsi? Je m'examinais sans fin, cherchant les défauts qu'ils semblaient en voir si clairement. Trop bruyante, trop silencieuse, trop émotive, trop froide. Je ne parvenais jamais à faire ce qu'il fallait. Mon père contrôlait nos vies d'une main de fer déguisée en normes élevées. Il surveillait mes notes en ligne quotidiennement, remettant en question toute note inférieure à 95%. Il examinait mes amis, refusant de me laisser passer du temps avec quiconque qu'il jugeait pas assez ambitieux. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai été invité à ma première soirée pyjama. Il a appelé les parents pour les interroger sur la surveillance et les dispositions pour dormir avant de décider finalement que c'était inapproprié. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là pendant que la fête se déroulait sans moi. Ma mère était plus subtile dans son contrôle, mais non moins dommageable. Elle utilisait la culpabilité et la honte comme des armes. « Après tout ce que nous faisons pour toi » est devenue sa phrase favorite. Lorsque j'exprimais le moindre mécontentement, elle me rappelait les enfants qui avaient de vrais problèmes et à quel point j'étais ingrate pour la vie privilégiée qu'ils me fournissaient. Les biens matériels étaient censés compenser le vide affectif. Notre maison était remplie de choses chères, mais dépourvues de chaleur. Les meubles étaient pour la parade, pas pour le confort. Les repas de famille étaient des représentations où nous pratiquions les bonnes manières plutôt que de partager nos journées. Mon père utilisait le dîner pour m'interroger sur mes réussites ou mes échecs. « Qu'as-tu accompli aujourd'hui pour justifier ton existence ?» demandait-il parfois. Je n'étais pas une enfant pour eux. J'étais un investissement dont ils attendaient un retour. En entrant dans l'adolescence, j'ai pris de plus en plus conscience que notre dynamique familiale n'était pas normale. Je voyais comment les parents de mes amis leur parlaient avec respect et affection. J'ai remarqué comment d'autres pères serraient leurs filles dans leurs bras au lieu de critiquer leur posture. J'ai observé des mères qui protégeaient leurs enfants plutôt que de les sacrifier pour apaiser un mari en colère. Mais cette prise de conscience ne faisait que me sentir plus isolé, plus convaincu que j'étais le problème. Si seulement je pouvais être meilleur, peut-être qu'ils m'aimeraient comme les autres parents aimaient leurs enfants. Mon adolescence a apporté une nouvelle dimension aux critiques de mon père. Elles sont devenues plus personnelles, plus vicieuses. Au fur et à mesure que mon corps changeait, il est devenu une autre cible pour leur désapprobation. Ma mère surveillait chaque calorie que je consommais, commentant mes « zones à problème », comme elle les appelait. Mon père faisait des remarques sur mon apparence qu'aucun père ne devrait jamais faire à sa fille. « Choquant, aucun homme ne voudra de toi si tu continues à manger comme ça », disait-il au dîner. Ou encore, « Tu devrais être reconnaissante que nous puissions nous permettre un appareil dentaire. Ton sourire naturel ferait fuir les gens. » Le processus de candidature à l'université est devenu un nouveau champ de bataille. Je voulais étudier la psychologie, fasciné par le comportement humain et cherchant peut-être inconsciemment des réponses sur ma propre famille. Mon père a ri quand je le lui ai dit. La psychologie, c'est pour les gens qui ne peuvent pas réussir dans les vrais domaines, a-t-il déclaré. Tu étudieras le commerce et tu rejoindras mon entreprise. Fin de la discussion. Ma mère, comme toujours, a soutenu sa décision. Ton père sait ce qui est le mieux pour ton avenir, Hazel. Pourquoi dois-tu toujours le combattre? J'ai postulé à des programmes de psychologie en secret, obtenant même une bourse pour une prestigieuse université à l'autre bout du pays. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, mon père l'a interceptée. La confrontation qui a suivi a été l'une des pires de ma jeune vie. Il a déchiré la lettre en morceaux devant moi, me traitant d'ingrate et de trompeuse.
Puis il a passé des appels à ses contacts d'affaires, au conseil d'administration de l'université, s'assurant que ma bourse soit révoquée. J'ai fini à son alma mater, étudiant la gestion d'entreprise comme il l'exigeait. Pendant ma première année d'université, j'ai rencontré Jake. Il était gentil et attentionné, la première personne qui semblait valoriser mes pensées et mes sentiments. Nous sortions ensemble depuis 3 mois, quand j'ai finalement accepté de l'amener dîner à la maison. En quelques minutes, mon père a commencé à me saper subtilement, racontant des histoires embarrassantes et contredisant tout ce que je disais. Jake l'a remarqué, me serrant la main de manière rassurante sous la table. Plus tard dans la soirée, il a gentiment suggéré que le comportement de mon père semblait contrôlant. C'était la première fois que quelqu'un mettait un nom sur ce qui se passait. 2 semaines plus tard, Jake et moi avons rompu. Mon père avait appelé sa famille, exprimant des préoccupations concernant le dossier scolaire et les perspectives d'avenir de Jake. Il a insinué que Jake m'utilisait pour les relations de ma famille. Les parents de Jake l'ont poussé à mettre fin à la relation. J'étais dévastée, mais pas surprise. Quiconque essayait de se rapprocher de moi finissait par devenir un dommage collatéral dans la campagne de mon père pour maintenir le contrôle. La dépression et l'anxiété sont devenus mes compagnons constants, bien que je n'ai jamais eu les mots pour décrire ce que je vivais. Quand j'ai mentionné à ma mère que je me sentais tout le temps triste, elle m'a dit de m'endurcir et que j'étais trop sensible. Des symptômes physiques ont commencé à se manifester. Maux d'estomac, insomnie, crise de panique. Un médecin du campus a suggéré un suivi psychologique, mais mon père a refusé de le payer, qualifiant cela de « bêtise indulgente ». Après avoir obtenu mon diplôme, comme prévu, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon père. Cela a ouvert une toute nouvelle voie de contrôle. Il critiquait mon travail en public, m'imposait des normes impossibles et s'attribuait le mérite de mes succès. Les collègues évitaient de s'associer trop étroitement avec moi, sachant que j'étais dans le collimateur du patron. Tous, sauf Sophia, la directrice du marketing, qui a immédiatement compris la dynamique. Sophia avait la quarantaine, elle était confiante et accomplie. Elle a commencé à me mentorer discrètement, offrant des conseils et un soutien que je n'avais jamais connu auparavant. Ce que fait ton père n'est ni normal ni acceptable dans aucun lieu de travail, m'a-t-elle dit après avoir assisté à une réprimande particulièrement sévère. Et je soupçonne que ce n'est pas un comportement nouveau. Cette simple validation a été révolutionnaire. Quelqu'un d'autre pouvait voir ce qui se passait. Je n'étais pas folle ou hypersensible. Pendant ce temps, le rôle de ma mère a évolué de complice passive à participante active. Elle ne se contentait plus d'excuser le comportement de mon père, elle s'y joignait. Quand je suis arrivé au dîner du dimanche vêtu d'une nouvelle robe que j'avais achetée avec mon propre argent, elle m'a regardé de haut en bas avant de dire « Cette couleur te donne un air blafard. Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour faire des choix qui mettent en valeur tes défauts. » Les dîners mondains se sont poursuivis, plus élaborés que jamais maintenant que je travaillais dans l'entreprise familiale. Ces événements étaient des performances où nous prétendions être la famille parfaite. Mon père se vantait de me former dans l'entreprise tout en sapant simultanément ma confiance. « Hazel apprend encore », disait-il aux invités après que j'avais parlé, me tapotant la main avec condescendance. Elle a un long chemin à parcourir avant de comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Mon ressentiment grandissait, mais mon espoir désespéré d'obtenir leur approbation aussi. Même en tant qu'adulte, je ne pouvais pas me défaire de la conviction que si seulement j'essayais plus fort, si je réussissais davantage, si je devenais parfaite, ils finiraient donc par m'aimer comme j'avais toujours eu besoin d'être aimé. C'était un cycle dont je ne pouvais pas me libérer. L'intimidation physique
qui avait toujours couvé sous la surface, est devenue plus manifeste. Mon père m'attrapait le bras pendant les conversations pour souligner ses propos, laissant des ecchymoses en forme d'empreintes digitales. Il se tenait trop près pendant les disputes, utilisant sa taille pour me dominer. Une fois, alors que je n'étais pas d'accord avec lui sur une présentation client, il a frappé son poing sur le bureau si fort que ma tasse de café a sauté et s'est renversée. C'est pourquoi les femmes n'ont pas leur place dans les affaires, a-t-il sifflé. Trop émotive pour gérer la vraie pression. Malgré tout, je continuais à chercher leur approbation. Je croyais encore, d'une manière ou d'une autre, que je pourrais gagner leur amour si seulement je trouvais la bonne combinaison de réussite et de comportement. C'était comme essayer de résoudre un puzzle dont les pièces changeaient constamment de forme. Chaque fois que je pensais avoir compris, les règles changeaient à nouveau. Le dîner qui a tout changé a eu lieu un jeudi d'avril. Mon père avait invité les Wilson et les Garcia, des représentants de 2 entreprises qu'il courtisait pour un partenariat majeur. Ces accords doubleraient potentiellement les revenus de notre entreprise. Tout doit être parfait, a souligné ma mère en supervisant le personnel de restauration. Hazel, mets la robe bleue que je t'ai achetée. Elle minimise tes défauts. J'ai passé des heures à me préparer, sachant à quel point cette nuit était importante pour mon père. J'ai examiné les profils des entreprises et les nouvelles de l'industrie pour pouvoir participer intelligemment à la conversation, si on me le demandait. Je me suis fait coiffer par un professionnel et j'ai appliqué mon maquillage avec une précision méticuleuse. La robe bleue, comme ma mère l'avait noté, cachait ce qu'elle considérait comme mes défauts de silhouette. En me regardant dans le miroir, je me suis à peine reconnu. J'avais l'air soigné, professionnel, parfaite. Peut-être que ce soir serait enfin la nuit où je les rendrais fiers. La soirée a commencé assez bien. Mon père était dans son élément, charmant et autoritaire, en accueillant nos invités. Monsieur et Madame Wilson étaient un couple plus âgé, établi dans l'industrie depuis des décennies. Les Garcia étaient plus jeunes, représentant une entreprise technologique innovante qui pourrait apporter de nouvelles approches à notre modèle d'affaires traditionnel. Ma mère a joué son rôle à la perfection, l'hôtesse élégante, faisant en sorte que tout le monde se sente le bienvenu, tout en soulignant subtilement le statut et le succès de notre famille. J'étais sur mon meilleur comportement, ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à moi, riant au bon moment, complimentant le goût impeccable de ma mère. Le premier plat a été servi et la conversation a porté sur les tendances commerciales et les projections du marché. Mon père a dominé la discussion comme toujours, se positionnant comme le leader visionnaire qui voyait des opportunités que les autres manquaient. Puis, M. Garcia a posé une question sur la stratégie de notre entreprise en matière de médias sociaux, un domaine que j'avais étudié de manière approfondie. Avant que mon père ne puisse répondre, j'ai pris la parole, partageant quelques aperçus sur les plateformes émergentes et les changements démographiques. La table est devenue momentanément silencieuse. Je n'avais pas été invité à contribuer. À ma grande surprise, M. Garcia a semblé impressionné. C'est une analyse remarquablement perspicace, a-t-il dit en hochant la tête avec appréciation. Vous avez manifestement une solide compréhension de la direction que prend le marketing numérique. Madame Wilson a acquiescé, ajoutant que son entreprise avait eu du mal à se connecter avec les jeunes consommateurs. Pendant un bref et brillant instant, je me suis sentie validée et précieuse. Puis j'ai fait l'erreur de regarder mon père. Son visage était un masque rigide, mais je connaissais ce regard. Sous son sourire poli, la rage montait. J'avais volé sa vedette, contredit ses opinions dépassées sur le marketing numérique et, pire que tout, impressionné ses clients potentiels par mon propre mérite. Mon estomac s'est noué d'effroi.
Je savais qu'il y aurait des conséquences, bien que je n'ai jamais imaginé à quel point elles seraient graves. Le plat principal est arrivé, un saumon parfaitement préparé avec des légumes de saison. Mon père a repris en douceur le contrôle de la conversation, l'orientant vers les approches marketing traditionnelles. Quand j'ai croisé le regard de Sophia de l'autre côté de la table, elle m'a fait un subtil signe de tête d'encouragement. Elle avait été invitée en tant que directrice du marketing et savait à quel point ma contribution avait été significative. À peu près à mi-parcours du plat principal, la conversation s'est tournée vers les entreprises familiales et la planification de la succession. M. Wilson a mentionné comment sa fille avait repris avec succès leurs opérations européennes. Il n'y a rien de tel que d'avoir une famille de confiance à des postes clés, a-t-il remarqué. Est-ce le plan ici? Finalement, Hazel prendra-t-elle la relève un jour? La main de mon père s'est resserrée autour de son verre de vin. Hazel a encore beaucoup à apprendre sur le leadership, a-t-il dit avec dédain. Diriger une entreprise requiert une certaine autorité naturelle que tout le monde ne possède pas. L'implication était claire. Pas moi. Jamais moi. J'aurais dû me taire. Je savais qu'il ne fallait pas le défier publiquement. Mais quelque chose en moi a craqué. En fait, ai-je dit, ma voix étonnamment stable, notre division numérique a connu une croissance de 30% sous ma direction cette année. Nos indicateurs de fidélisation des clients sont les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Madame Garcia m'a souri avec approbation, clairement impressionnée. Monsieur Wilson avait l'air intrigué. Le visage de mon père s'est assombri et le sourire de ma mère est devenu cassant. J'ai su immédiatement que j'avais franchi une ligne de non-retour. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que personne n'a d'abord réagi. La main de mon père s'est tendue, saisissant l'arrière de ma tête. D'un mouvement violent, il m'a écrasé le visage dans mon assiette. Mon nez et ma bouche ont heurté la céramique avec un craquement écœurant. J'ai senti le saumon chaud et la sauce s'étaler sur mon visage, dans mes cheveux soigneusement coiffés, sur le devant de la robe bleue. Alors qu'il relâchait ma tête et que je me redressais, abasourdi et humilié, la sauce dégoulinant de mon menton, ma mère a réellement ri. Pas un grand rire, mais un ricanement et un petit gloussement. « Eh bien, a-t-elle dit, au moins maintenant, tu vaux la peine d'être regardé. La nourriture apporte un peu de couleur à ton visage. » Mon père, apparemment inconscient ou indifférent aux expressions horrifiées autour de la table, a ajouté froidement « Elle n'a aucune valeur, juste un accessoire à ma table. Et même pas un accessoire décoratif. » Leurs visages ont pâli. Madame Wilson a eu un hoquet audible, sa main volant à sa bouche. Monsieur Garcia s'est à moitié levé de son siège, regardant avec incertitude entre moi et mon père. La fourchette de Sophia a cliqueté sur son assiette. Pendant un instant, personne n'a bougé ni parlé. Le masque était tombé, et notre façade de famille parfaite s'était brisée devant les personnes mêmes que mon père voulait le plus impressionner. Le sang de mon nez se mêlait à la sauce au saumon. Je pouvais le goûter, métallique et salé. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai combattues. Pleurer ne ferait qu'empirer les choses. « Excusez-moi » ai-je finalement réussi à murmurer, me levant sur des jambes tremblantes. Je devrais aller me nettoyer. « Oui, tu devrais » a dit ma mère, sa voix anormalement enjouée alors qu'elle essayait de sauver la situation. Une fille si maladroite, elle l'a toujours été. S'il vous plaît, continuez à apprécier votre repas, tout le monde. Hazel ira bien. En m'éloignant, j'ai entendu mon père pivoter en douceur, racontant aux invités que j'avais eu des difficultés émotionnelles récemment. Nous avons été très préoccupés par sa stabilité, a-t-il dit,
sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Vous savez comment sont les jeunes de nos jours, tellement de pression. Nous avons envisagé de lui faire obtenir une aide professionnelle. La dernière chose que j'ai entendue avant de fermer la porte de la salle de bain fut la réponse froide de Madame Garcia. Peut-être que ce n'est pas Hazel qui a besoin d'une aide professionnelle. À ce moment-là, une parfaite inconnue a montré plus d'inquiétude pour mon bien-être que mes parents ne l'avaient jamais fait. Dans la salle de bain des invités, j'ai verrouillé la porte et j'ai finalement laissé les larmes couler. Le sang et la nourriture dégoulinaient de mon visage dans le lavabo d'un blanc immaculé. Mon nez n'était pas cassé, mais il me lançait une douleur sourde. La belle robe bleue était ruinée. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Non pas à cause de la nourriture et du maquillage étalé sur mon visage, mais à cause du regard vide et hanté dans mes yeux. Depuis combien de temps avais-je ce regard? Alors que je me nettoyais machinalement le visage et essayais de sauver mon apparence, des souvenirs d'incidents précédents me sont revenus en mémoire. Mon père me tirant violemment par le bras quand j'ai trébuché lors d'un pique-nique d'entreprise à 10 ans, sifflant que je l'embarrassais. Ma mère disant aux invités que je traversais une phase difficile quand j'avais 13 ans, suggérant qu'ils ne me regardent pas de trop près. D'innombrables humiliations publiques, chacune normalisée jusqu'à ce que je les accepte comme ce que je méritais. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Sophia. « Ça va? Tu as besoin d'aide ?» C'était la première fois que quelqu'un m'offrait de l'aide après un de ces incidents. Je ne savais pas comment répondre. Est-ce que ça allait? L'avais-je jamais été? Avant que je puisse répondre, on a frappé sèchement à la porte de la salle de bain. « Hazel, tu es là-dedans depuis assez longtemps. » La voix de ma mère est parvenue, irritée plutôt qu'inquiète. Les gens terminent leur plat principal. Ce comportement est inacceptable. J'ai ouvert la porte pour la trouver debout là, les bras croisés. Il n'y avait aucune sympathie dans son expression, seulement de l'agacement que j'ai perturbé son dîner parfait. « Tu l'as provoqué ?» a-t-elle dit doucement. « Tu sais bien qu'il ne faut pas contredire ton père devant des clients. À quoi pensais-tu » ? Il m'a poussé le visage dans mon assiette, ai-je murmuré, n'arrivant toujours pas à croire que c'était arrivé devant tout le monde. Ne sois pas si dramatique, c'était à peine une tape, et tu devrais le remercier. Les Wilson et les Garcia se souviendront de toi maintenant, au moins. Elle m'a tendu un poudrier. Arrange ton maquillage et reviens pour le dessert. Et pour l'amour du ciel, souris. Ton air boudeur est peu attrayant. J'ai fait ce qu'on me disait, robotique dans mon obéissance. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Je me suis excusé pour ma maladresse lorsque Madame Wilson m'a demandé si j'allais bien. Les Garcia sont partis tôt, invoquant une réunion matinale. Les Wilson sont restés pour le café, mais ont refusé le dessert. Personne n'a plus mentionné l'incident, mais il flottait dans l'air comme un nuage toxique. Le trajet de retour à la maison a été silencieux. Mon père a agi comme si rien d'inhabituel ne s'était passé, ne commentant que la qualité du vin et le handicap de golf de M. Wilson. Ma mère a discuté de la redécoration de la salle à manger. C'était surréaliste, cette capacité qu'ils avaient à réécrire la réalité instantanément. Dans leur version des événements, mon père ne m'avait pas agressé à table. J'avais simplement eu un accident embarrassant, peut-être même intentionnellement provoqué par moi pour saboter ses affaires. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, rejouant ce moment encore et encore. Pas seulement la violence de mon père ou la cruauté de ma mère, mais les réactions des autres à table. Ils avaient vu. Ils avaient été choqués. Leur visage confirmait ce qu'une partie de moi avait toujours su,
mais jamais pleinement accepté. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas acceptable. C'était de la violence. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude, bien que chaque muscle de mon corps me criait de m'enfuir et de ne jamais regarder en arrière. Le bureau était inhabituellement calme quand je suis arrivé. Les gens me jetaient des regards, puis détournèrent vite les yeux. Sophia s'était déclarée malade. Les rumeurs avaient déjà commencé à se propager. Mon père m'a convoqué dans son bureau avant midi. « Ferme la porte », a-t-il ordonné quand je suis entré. Sa voix était calme, ce qui était toujours plus effrayant que ses cris. « Nous devons être très clairs sur quelque chose, Hazel. Ce qui se passe dans notre famille est privé, comprends-tu ? » « Oui, » ai-je répondu automatiquement. « Les Wilson ont appelé ce matin. Ils ont décidé de travailler avec une autre entreprise. » Ses yeux se sont plantés dans les miens, me blâmant entièrement. « Ta petite performance d'hier soir a coûté des millions à cette entreprise. J'espère que tu es satisfaite. » Je n'ai rien dit, ce qui semblait l'infurier plus que n'importe quelle réponse l'aurait fait. « Si quelqu'un pose des questions sur hier soir, tu avais une migraine. Tu as eu des vertiges et tu es tombé en avant. C'est tout. Les affaires de famille restent privées. Est-ce clair ? » « Parfaitement clair, » ai-je répondu, la voix creuse. Plus tard dans la journée, ma mère a appelé, insistant pour que je vienne déjeuner dimanche. « Nous devons présenter un front uni, » a-t-elle dit. « Les gens parlent, et nous devons montrer qu'il n'y a pas de problème entre nous. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste un souci des apparences comme toujours. » Quand je suis retourné à mon bureau, il y avait un courriel de Sophia me demandant de la rencontrer après le travail dans un café à 3 rues du bureau. Une partie de moi voulait refuser, me retirer dans l'isolement familier qui avait été ma protection pendant si longtemps. Mais une nouvelle voix fragile à l'intérieur de moi m'a exhorté à y aller. Sophia était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle loin des fenêtres. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, son regard observant l'anticerne, qui ne cachait pas tout à fait l'échymose sur mon nez. « Hazel », a-t-elle dit simplement, « je suis tellement désolé. » Ces 3 mots ont brisé quelque chose en moi. Personne ne s'était jamais excusé pour ce que mes parents faisaient. Personne n'avait jamais reconnu que c'était mal, que je méritais mieux. Les larmes ont rempli mes yeux avant que je puisse les arrêter. Ce qui s'est passé hier soir était une agression, a poursuivi Sophia tranquillement. C'était abusif et criminel, et d'après ta réaction, je soupçonne que ce n'était pas la première fois. Ils ne sont pas toujours comme ça, me suis-je surprise à dire, la défense réflexe de mes agresseurs venant automatiquement. Je l'ai provoqué. J'ai parlé sans y être invité. Sophia a tendu la main sur la table et a doucement pris la mienne. « Hazel, écoute-moi. Rien de ce que tu aurais pu dire ou faire ne justifierait ce que ton père a fait. Rien. Aucun parent ne devrait jamais traiter son enfant de cette façon, peu importe l'âge de cet enfant. »« Mais ce sont mes parents, » ai-je murmuré, les mots s'étranglant dans ma gorge. « Oui, ils le sont. Et cela rend leur comportement pire, pas meilleur. Les parents sont censés protéger leurs enfants, pas leur faire du mal. » Elle a serré ma main. « Tu mérites mieux, Hazel. Et je pense qu'une partie de toi le sait, sinon tu ne serais pas ici à me parler maintenant. » Cette conversation avec Sophia a été la première fissure dans la fondation de mensonges sur laquelle j'avais bâti ma vie. Le mensonge selon lequel le traitement de mes parents était normal. Le mensonge selon lequel je méritais, d'une manière ou d'une autre, leur cruauté. Le mensonge selon lequel je ne pourrais jamais m'échapper. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager la possibilité que le problème n'était pas moi.
il ne l'avait jamais été. Le lendemain de ma rencontre avec Sophia, je me suis déclaré malade au travail. C'était la première fois que je le faisais, et le message vocal furieux de mon père suggérait qu'il savait que c'était un acte de rébellion plutôt qu'une maladie. Mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier, pour respirer. Sophia m'avait donné la carte de visite de sa thérapeute, le docteur Eleanor Lambert. Et après des heures d'hésitation, j'ai finalement passé l'appel. Le docteur Lambert a pu me voir le jour même. Son cabinet était chaleureux et accueillant, rien à voir avec l'espace froid et clinique que j'avais imaginé. Elle a écouté sans jugement alors que je décrivais avec hésitation mon enfance, ma relation avec mes parents, et enfin, l'incident du dîner. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas immédiatement offert de conseils ou d'analyse. Au lieu de cela, elle a posé une simple question. « À quoi voulez-vous que votre vie ressemble, Hazel ? Personne ne m'avait jamais demandé cela auparavant. Mes désirs, mes rêves, mes envies n'avaient jamais été considérés comme pertinents. Je ne sais pas, ai-je admis. On ne m'a jamais permis de vouloir quoi que ce soit pour moi-même. Alors c'est par là que nous commencerons, a-t-elle dit doucement, en vous donnant la permission de vouloir des choses, d'avoir besoin de choses, de rêver d'une vie différente. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à rencontrer le docteur Lambert 2 fois par semaine. Elle m'a aidé à comprendre des termes comme la violence narcissique, le gaslighting et la manipulation émotionnelle. Elle a expliqué que le comportement de mon père correspondait au profil d'un trouble de la personnalité narcissique et que ma mère était ce que les thérapeutes appellent une facilitatrice ou parfois une co-agresseuse. Plus important encore, elle m'a aidé à voir que rien de tout cela n'était de ma faute. Les enfants ne poussent pas leurs parents à les maltraiter. Jamais. Pendant ce temps, Sophia m'aidait de manière plus pratique. Elle cherchait des appartements avec moi pendant les pauses déjeuner, se concentrant sur les immeubles avec sécurité et dans des endroits où mes parents ne penseraient pas à chercher. Elle m'a présenté à son conseiller financier qui m'a aidé à ouvrir des comptes bancaires auxquels mon père ne pouvait pas accéder. De petits pas vers l'indépendance qui me semblaient à la fois terrifiants et exaltants. « Shortay, tu dois rassembler tous tes documents importants », m'a conseillé Sophia un après-midi, alors que nous examinions des appartements en ligne. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, passeport, tous les documents financiers. Fais-le progressivement pour qu'il ne remarque rien. J'ai hoché la tête, ajoutant ces éléments à la liste de contrôle grandissante sur mon téléphone. La liste était à la fois pratique et symbolique, chaque élément représentant un autre fil de contrôle que je me préparais à couper. La partie la plus difficile était de maintenir la façade au travail et lors des interactions familiales. Je devais prétendre que rien n'avait changé, que j'étais toujours la fille docile et soumise que j'avais toujours été. Mon père restait froidement professionnel au bureau, bien que je le surprenne parfois à me regarder avec suspicion. Ma mère appelait quotidiennement avec des questions triviales que je reconnaissais comme de la surveillance. « À quelle heure rentreras-tu ce soir ? Avec qui déjeunais-tu hier ? Pourquoi ta voiture était-elle garée près du centre-ville samedi ? » L'entreprise Garcia s'était officiellement retirée des discussions commerciales, citant des préoccupations éthiques concernant notre culture d'entreprise. D'autres partenaires commerciaux ont également commencé à garder leur distance. Les rumeurs se sont propagées, malgré les tentatives de mon père de contrôler le récit. Dans le milieu des affaires très uni, les nouvelles allaient vite sur les dirigeants qui maltraitaient leur personnel, en particulier leurs propres filles. Alors que les perspectives commerciales de mon père s'assombrissaient, son humeur à la maison s'est dégradée. La tension pendant les dîners du dimanche est devenue insupportable. Chaque mot que je prononçais
était scrutée, chaque expression analysée pour des signes de déloyauté. Ma mère a intensifié ses critiques, sentant peut-être mon détachement croissant. « Tu as été différente ces derniers temps », m'a-t-elle accusé un soir. Est-ce toujours à propos de ce dîner? Pour l'amour du ciel, Hazel, apprends à accepter une correction avec grâce. Une correction. C'est ainsi qu'il qualifiait une agression. Une correction nécessaire de mon comportement. En thérapie, j'ai commencé à explorer non seulement ma situation actuelle, mais aussi mes options futures. Le docteur Lambert m'a aidé à voir que j'avais des compétences recherchées qui me permettraient de trouver un emploi ailleurs. Votre expérience en marketing numérique est précieuse, m'a-t-elle assuré. Et votre père ne possède ni votre talent ni votre avenir. Secrètement, j'ai mis à jour mon CV et contacté des personnes de l'industrie, des gens que j'avais rencontrés lors de conférences et qui travaillaient dans des entreprises loin de la sphère d'influence de mon père. À ma surprise, plusieurs ont exprimé leur intérêt. Apparemment, mon travail parlait de lui-même malgré le dénigrement constant de mon père. La recherche d'appartements a finalement porté ses fruits. Un petit mais moderne 2 pièces, dans un immeuble sécurisé de l'autre côté de la ville, disponible immédiatement. Le loyer était dans mon budget, surtout une fois que j'ai pris en compte les économies que j'avais discrètement accumulées. Sophia m'a aidé à signer le bail, utilisant son adresse pour les documents afin d'éviter d'alerter mes parents. « Quand leur diras-tu » a demandé Sophia, alors que nous célébrions avec un café après avoir signé le bail. « Une fois que tout sera en place, » ai-je répondu. « Je ne peux leur donner aucun avertissement. Ils essaieront de m'arrêter. » Elle a hoché la tête, comprenant les enjeux mieux que la plupart des gens. « Tu auras besoin d'un plan de sécurité pour le jour J. Voudrais-tu que je sois là ?» L'offre m'a profondément touché. Avoir quelqu'un de mon côté, quelqu'un qui me croyait et me soutenait, était encore une expérience nouvelle. « Oui, » ai-je dit. « J'aimerais beaucoup. » Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai progressivement déménagé les articles essentiels dans le nouvel appartement. Des vêtements en petite quantité qui ne manqueraient pas, des livres, des souvenirs personnels. Chaque objet transféré me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même. La dernière pièce de mon plan d'évasion s'est mise en place lorsque j'ai reçu une offre d'emploi d'une agence de marketing numérique dans la ville voisine. Le poste était assorti d'une augmentation de salaire significative et, plus important encore, d'autonomie. Je construirais et dirigerais ma propre équipe, valorisée pour mon expertise plutôt que tolérée comme la fille du patron. J'ai accepté immédiatement, négociant une date de début 3 semaines plus tard pour permettre ma transition. Alors que les pièces de ma nouvelle vie s'assemblaient, mon père devenait de plus en plus méfiant de mon comportement. Il a commencé à vérifier mon ordinateur au travail, à interroger des collègues sur mes conversations, et m'a même suivi au déjeuner un jour. J'ai maintenu la façade du mieux que je pouvais, mais il devenait de plus en plus difficile de cacher le changement fondamental qui s'opérait en moi. Je m'éveillais à ma propre valeur, à mon propre pouvoir, et il le sentait. Un soir, il m'a appelé dans son bureau à la maison. « Il y a eu des rapports préoccupants sur ta conduite », a-t-il commencé, sa voix faussement calme. « Des réunions en dehors du bureau, des appels téléphoniques inhabituels. Tu veux bien t'expliquer ? » « Juste du réseautage, » ai-je répondu, forçant ma voix à rester stable. « Établir des relations avec des contacts de l'industrie, comme tu m'as toujours appris à le faire. » Il m'a étudié pendant un long moment. « Tu prépares quelque chose » a-t-il dit finalement. « Je sais toujours quand tu mens, Hazel. Quoi que ce soit, je te conseille vivement de reconsidérer. La loyauté familiale devrait toujours passer en premier. »« Bien sûr, père, » ai-je répondu, les mots ayant un goût amer sur ma langue. « Je ne l'oublierai jamais. »
En quittant son bureau, j'ai su que ma fenêtre d'opportunité se refermait. Il me surveillait de trop près maintenant. Les murs se resserraient. Le temps de la planification minutieuse était révolu. Je devais agir. Le dernier dîner du dimanche avant mon départ prévu est arrivé. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires dans le nouvel appartement. Ma lettre de démission était rédigée et sauvegardée sur mon ordinateur portable personnel. Sophia avait accepté de venir me chercher après avec le reste de mes affaires. Tout était en place. Ma mère avait préparé son habituel repas élaboré, inconsciente du fait que ce serait la dernière fois que je m'assiérais à sa table. Mon père était d'une humeur inhabituellement bonne, ayant décroché un nouveau client la veille. Mon frère, Thomas, était rentré de l'université pour le week-end, complétant notre tableau familial. Les Harrison ont enfin signé, a annoncé mon père en découpant le rôti. Après la débâcle avec les Wilson et les Garcia, nous avions besoin de cette victoire. Il m'a jeté un regard significatif. Heureusement, certains clients reconnaissent encore la qualité quand ils la voient. C'est une excellente nouvelle, chérie, a répondu ma mère en passant les pommes de terre. J'ai toujours dit qu'il finirait par revenir. La conversation s'est déroulée autour de moi comme toujours, pleine de pics subtils et de commentaires passifs-agressifs. Mais ce soir, ils n'ont pas eu le même effet. Chaque pic rebondissait sur l'armure que j'avais construite en thérapie, avec l'aide de Sophia, grâce à ma propre prise de conscience croissante. Je n'étais plus la jeune fille vulnérable désespérée de leur approbation. J'étais une femme prête à revendiquer sa liberté. Hazel, tu es plus silencieuse que d'habitude ce soir, a observé ma mère à mi-repas. Tu te sens bien? Tu as l'air d'avoir chaud. Je vais bien, ai-je répondu en posant ma fourchette. En fait, j'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous tous. Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est guère le moment pour le drame que tu as concocté. Nous célébrons une réussite commerciale importante. Cela ne prendra qu'un instant, ai-je poursuivi, le cœur battant mais la voix stable. Je voulais vous faire savoir que je m'en vais. Il y a eu un moment de silence confus. Tu t'en vas d'où? A demandé ma mère. De tout. De la maison, de l'entreprise, de cette dynamique familiale. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai accepté un poste chez Morton Digital. J'ai loué mon propre appartement. C'est mon dernier jour ici. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Thomas me fixait avec de grands yeux, la fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs, et mon père, son expression est passée de l'incrédulité à la fureur avec une vitesse effrayante. C'est absurde, a-t-il dit finalement, sa voix dangereusement basse. Tu ne vas nulle part. Tu as des responsabilités envers cette famille et cette entreprise. Ma responsabilité est envers moi-même maintenant, ai-je répondu, surprise par le calme de ma voix. Pendant 32 ans, j'ai essayé de gagner votre amour et votre approbation. Je comprends maintenant que cela n'a jamais été possible. Non pas à cause d'un échec de ma part, mais à cause de défauts fondamentaux dans votre façon de voir les relations, la parentalité et la dignité humaine de base. Ma mère a eu un hoquet. Comment oses-tu parler à ton père de cette façon, après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, mère? Ai-je demandé tranquillement. Protégé? Soutenu? Aimé inconditionnellement? Ou avez-vous favorisé sa violence tout en ajoutant votre propre marque de cruauté? De la violence? Mon père a presque craché le mot. C'est ainsi que ton thérapeute appelle la discipline et les normes élevées maintenant? Cette mentalité de victime est pathétique, Hazel. Un frisson m'a parcouru. Comment sais-tu que je vois un thérapeute? Son sourire était froid.
Pensais-tu vraiment que je ne le remarquerais pas? Je sais tout ce qui se passe dans ma maison, dans mon entreprise. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit. Est-ce que le docteur Lambert t'a aidé à rédiger cette petite déclaration d'indépendance? La révélation qu'il m'avait surveillé de si près aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle n'a fait que renforcer ma décision. Oui, la thérapie m'a aidé à reconnaître les schémas de violence narcissique, de gaslighting et de manipulation émotionnelle. Elle m'a aidé à comprendre que ce qui s'est passé au dîner avec les Wilson et les Garcia n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma de toute une vie. Mon père s'est levé brusquement, dominant la table. Espèce de petite ingrate. Il s'est arrêté, jetant un coup d'œil à Thomas, qui regardait avec une expression horrifiée. « Thomas, va dans ta chambre. Cette conversation n'est pas pour toi. »« Non, » ai-je dit fermement. « Thomas devrait entendre ça. Il devrait savoir ce qu'est vraiment cette famille. L'image parfaite que nous projetons est un mensonge. Elle l'a toujours été. » Le visage de mon père s'est tordu de rage. « Tu ne donnes pas d'ordre dans ma maison. » « C'est bien là le problème, » ai-je répondu en me levant à mon tour. « C'est ta maison. Ça n'a jamais été un foyer pour moi. Juste une scène pour ta performance d'homme d'affaires et de père accompli. Eh bien, j'ai fini de jouer mon rôle dans ta production. » Il s'est avancé vers moi, les poings serrés. Un instant, j'ai cru qu'il pourrait me frapper, et de vieux instincts m'ont poussé à me recroqueviller, à m'excuser, à battre en retraite. Au lieu de cela, je suis resté sur mes positions, le regardant droit dans les yeux. « Vas-y, » ai-je dit doucement. « Montre à Thomas exactement qui tu es. Montre-lui ce qui se passe quand quelqu'un dans cette famille dit la vérité. » Il s'est figé, pris entre sa rage et son besoin de maintenir la façade, surtout devant Thomas. Le masque a glissé un instant et j'ai vu le vide derrière ses yeux, le creux en son fort intérieur. Ma mère a tenté de sauver la situation comme elle le faisait toujours. « Hazel, tu es clairement dépassé et tu ne réfléchis pas clairement. Discutons-en demain quand tout le monde sera plus calme. » « Il n'y a rien à discuter, » ai-je répondu en me tournant vers elle. Je ne demande pas la permission ni ne cherche votre approbation. Je vous informe de ma décision. Si tu franchis cette porte, a dit mon père, sa voix maintenant d'un calme mortel, ne t'attends pas à revenir un jour. Tu seras complètement coupé. Pas d'argent, pas de travail, pas de famille. Est-ce ce que tu veux? Ce que je veux, ai-je dit avec précaution, c'est ce que chaque enfant mérite. Un amour qui n'a pas besoin d'être gagné. Le respect de mon autonomie et de ma dignité. Des parents qui protègent plutôt que de faire du mal. Puisque je ne peux pas avoir ces choses avec vous, oui, je suis prête à partir. Ma mère s'est mise à pleurer, mais j'ai reconnu la performance pour ce qu'elle était. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse de me perdre, mais des larmes de frustration que son contrôle lui échappe. « Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, » a-t-elle sangloté, « comment peux-tu être si cruel ?» J'ai appris la cruauté auprès d'experts, ai-je répondu sans émotion. Mais je choisis de ne pas perpétuer cet héritage. Thomas a parlé pour la première fois, sa voix petite et confuse. « Hazel, est-ce vraiment si terrible? Ils sont stricts, mais... » « Thomas, ai-je dit doucement, tu as eu une expérience différente de la mienne dans cette famille, et j'en suis heureuse pour toi. Mais oui, ça a été si terrible. La nuit où papa m'a écrasé le visage dans mon assiette devant des partenaires commerciaux n'était qu'un incident parmi tant d'autres. La critique constante, le contrôle, la manipulation émotionnelle, c'est de la violence,
et je ne peux plus vivre avec. Leurs visages ont pâli quand j'ai refusé de reculer, quand ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Le choc dans leurs expressions a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Ils ne m'avaient jamais vu comme une personne à part entière, avec des droits et une dignité. J'avais toujours été une extension d'eux-mêmes, une possession à contrôler. Mon indépendance leur était inconcevable. Une voiture m'attend, ai-je dit en prenant mon sac à main. Le reste de mes affaires a déjà été déménagé. J'ai laissé ma lettre de démission sur ton bureau, père. Mon travail a été correctement transmis à l'équipe. Tu le regretteras, a menacé mon père, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Quand tu échoueras seul, ne reviens pas en rampant. La seule chose que je regrette, ai-je dit en me dirigeant vers la porte, c'est de ne pas l'avoir fait il y a des années. Je suis parti sans regarder en arrière, sortant dans l'air chaud du soir avec un étrange mélange de terreur et d'exaltation m'envahissant. Sophia attendait dans sa voiture au bord du trottoir, exactement comme promis. En me glissant sur le siège passager, elle m'a serré la main. « Tu l'as fait » a-t-elle dit simplement. « Ah, je l'ai fait » ai-je répondu, ma voix se brisant légèrement alors que la réalité de ce que je venais de faire me frappait. Je l'ai vraiment fait, alors que nous nous éloignions de la maison qui avait été ma prison pendant si longtemps. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La légèreté de la liberté, le soulagement d'une vie de honte et de culpabilité inutile. J'étais terrifié par ce qui m'attendait, mais pour la première fois de ma vie, l'avenir m'appartenait. Les premières semaines dans mon nouvel appartement ont été un étrange mélange d'exaltation et de panique. De simples décisions me submergeaient. De quelle couleur de serviette voulais-je? À quelle heure devais-je me coucher? Que devais-je manger pour le dîner? Sans mes parents dictant chaque aspect de ma vie, je me sentais à la fois libéré et à la dérive. Le docteur Lambert m'a assuré que c'était une partie normale du processus d'ajustement, après avoir quitté un environnement abusif. Vous développez votre propre autorité interne, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Après une vie de contrôle externe, cela prend du temps et de la pratique. Soyez patiente avec vous-même. Mon nouveau travail chez Morton Digital a commencé 3 semaines après avoir quitté la maison de mes parents. Le premier jour, ma nouvelle patronne, Laura, m'a fait visiter le bureau et m'a présenté à l'équipe que je dirigerai. « Nous sommes ravis de vous avoir », a-t-elle dit chaleureusement. « Votre portfolio est impressionnant et vos idées pour l'alignement de notre stratégie numérique sont exactement ce que nous recherchions. » Le contraste entre cet environnement et l'entreprise de mon père était saisissant. Ici, mes opinions étaient sollicitées et valorisées. Mon expertise était respectée. Quand je faisais des suggestions en réunion, les gens prenaient des notes au lieu de me rejeter. C'était désorientant mais merveilleux. Mon père, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas accepté mon départ avec grâce. Fidèle à sa nature contrôlante, il a tenté de saboter mon nouveau poste, appelant Laura pour la mettre en garde contre mon instabilité émotionnelle et ma conduite non professionnelle. Heureusement, Laura a immédiatement vu clair dans ses tactiques. « Votre père a appelé hier », a-t-elle mentionné nonchalamment lors de notre bilan hebdomadaire. « Il semblait très préoccupé par votre santé mentale. Mon estomac s'est noué. Qu'a-t-il dit ? » « Rien que je n'ai cru, » a-t-elle répondu fermement. « Je juge les gens sur leur travail et leur caractère, Hazel. Jusqu'à présent, vous m'avez impressionné sur les 2 plans. Quels que soient les problèmes personnels qui existent entre vous et votre famille, ce sont vos affaires, pas les miennes. » Pas les. Sa réponse m'a mis les larmes aux yeux. C'est ainsi que fonctionnaient les relations normales, saines et professionnelles.
C'est ainsi que les gens décents se traitaient les uns les autres. Ma mère alternait entre des messages de colère et des supplications larmoyantes pour une réconciliation. « Ton père s'inquiète juste pour toi », disait un message. « Nous ne voulons que ce qui est le mieux pour toi. La famille devrait rester unie. » Un autre, envoyé quelques heures plus tard, « Ton égoïsme détruit cette famille. Ton frère est dévasté par ton abandon. » J'ai montré ces messages au docteur Lambert, qui m'a aidé à les voir pour ce qu'ils étaient. Des tactiques de manipulation conçues pour déclencher ma culpabilité et mon sens de l'obligation. Ensemble, nous avons élaboré des limites pour la communication. Je ne répondrai pas au chantage affectif. Je ne m'engagerai qu'avec des messages respectueux et je prendrai tout l'espace dont j'avais besoin pour guérir. Environ 1 mois après mon départ, ma tante Elisabeth m'a contacté. Elle était la sœur de ma mère, quelqu'un qui m'avait parfois montré de la gentillesse, mais n'était jamais intervenu pendant les pires moments du comportement de mes parents. « J'ai entendu ce qui s'est passé », a-t-elle dit lorsque j'ai prudemment répondu à son appel. « Je veux que tu saches que je te crois, Hazel, et je suis désolé de n'avoir jamais rien fait pour t'aider. » Sa reconnaissance a été curative d'une manière que je n'avais pas anticipée. « Pourquoi personne n'a jamais rien dit ?» ai-je demandé, la question qui m'avait hanté pendant des années. Tout le monde voyait comment il me traitait. Pourquoi personne n'a aidé ? La peur, a-t-elle admis doucement. Ton père a toujours été intimidant. Et je pense que nous nous sommes tous convaincus que ce n'était pas si grave, que toutes les familles ont leurs problèmes. C'était plus facile que d'affronter la vérité et de devoir agir en conséquence. Elle a fait une pause. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Je t'ai laissé tomber, et j'en suis profondément désolé. Ces excuses ne pouvaient pas effacer le passé, mais elles m'ont aidé à comprendre les dynamiques complexes qui avaient permis à ma maltraitance de se poursuivre sans contestation pendant si longtemps. Cela m'a aussi donné l'espoir que peut-être tout le monde dans ma famille élargie ne choisirait pas mes parents plutôt que moi. Thomas a été la plus grande surprise. 6 semaines après mon départ, il m'a envoyé un texto, demandant si nous pouvions nous retrouver pour un café. J'ai accepté, choisissant un lieu public où je me sentirais en sécurité. Quand il est arrivé, il avait l'air différent, plus petit, moins confiant que l'enfant prodige avec lequel j'avais grandi. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit », a-t-il commencé maladroitement. « Sur le fait d'avoir une expérience différente de la tienne dans notre famille. Et j'ai observé maman et papa de plus près depuis que tu es parti. Qu'as-tu vu ?» ai-je demandé. Il a fixé son café. « Ils parlent de toi différemment de la façon dont ils parlent de moi. Ils l'ont toujours fait, je suppose, mais je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant. Et papa, il a ce regard parfois quand il est en colère, comme s'il se retenait à peine. Il a levé les yeux vers moi. T'a-t-il déjà frappé, Hazel ? La question m'a brisé le cœur, non seulement pour moi, mais aussi pour Thomas. Il commençait à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur notre famille. Pas souvent, ai-je répondu honnêtement. Il préférait la violence psychologique. Plus de contrôle, moins de preuves. Mais oui, parfois ça devenait physique. Thomas a hoché la tête comme pour confirmer quelque chose qu'il avait soupçonné. « Je te crois », a-t-il dit simplement. « Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Ces 3 mots, « je te crois », sont devenus une bouée de sauvetage dans mon parcours de guérison. De la part de Sophia, du docteur Lambert, de ma tante Elisabeth, de Thomas, et finalement de nouveaux amis que je me suis faits en reconstruisant ma vie. Être cru après une vie de gaslighting était profondément validant. L'entreprise de mon père a commencé à souffrir
alors que les rumeurs sur son comportement se propageaient dans l'industrie. L'incident avec les Wilson et les Garcia n'était pas resté privé comme il l'avait exigé. Plusieurs employés clés ont quitté l'entreprise, y compris Sophia, qui a accepté un poste de directrice chez un concurrent. Les clients ont commencé à emmener leurs affaires ailleurs, invoquant des préoccupations concernant la culture d'entreprise. C'était une petite mesure de justice, bien que je n'en ai tiré aucun plaisir. Environ 6 mois après mon départ, j'ai rencontré mon père lors d'une conférence de l'industrie. Je savais qu'il serait là, mais j'avais décidé d'y assister quand même. Je refusais de laisser sa présence limiter ma croissance professionnelle. Nous nous sommes retrouvés face à face dans l'espace de réseautage pendant une pause café. Un instant, il a semblé ne pas savoir comment réagir. Puis, il s'est avancé vers moi, la main tendue comme si de rien n'était. « Hazel », a-t-il dit doucement, son personnage public fermement en place. « Tu as l'air en forme. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour dîner, discuter de ton retour dans l'entreprise familiale. » Je n'ai pas pris sa main. « Non, merci », ai-je répondu calmement. « Je suis heureuse dans mon poste actuel. » Son sourire s'est crispé. « Cette rébellion a assez duré, » a-t-il dit en baissant la voix. « Tu as fait valoir ton point de vue. Il est temps de rentrer à la maison. » « Ce n'est pas une rébellion, » ai-je dit, consciente des regards curieux. « C'est ma vie maintenant, et je ne reviendrai pas. » Il s'est penché plus près, abandonnant toute prétention de civilité. « Tu penses que tu peux réussir sans moi ? Tout ce que tu es, tout ce que tu sais, vient de moi. Tu n'es rien toute seule. » Un an plus tôt, ces mots m'auraient dévasté. Maintenant, il ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. « Je suis désolé que tu ressentes ça, » ai-je répondu. « Je te souhaite le meilleur, mais je dois maintenir mes limites. S'il te plaît, ne me contacte plus, à moins que tu ne sois prêt à reconnaître le mal que tu as causé et à faire de véritables excuses. » Je suis parti alors, le laissant sans voix pour peut-être la première fois de sa vie. La rencontre m'a laissé tremblante mais fière. J'avais fait face à mon agresseur et maintenu mes limites. C'était une victoire, petite mais significative. Alors que le premier anniversaire de mon évasion approchait, j'ai reçu une lettre inattendue de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celle-ci ne contenait ni accusation ni culpabilisation. Au lieu de cela, pour la première fois, elle a reconnu qu'il y avait peut-être eu des problèmes dans notre dynamique familiale. « Je vois un thérapeute », a-t-elle écrit. C'était l'idée de Thomas. Elle m'aide à comprendre certaines choses sur moi-même et mes choix. Je ne suis pas prête à accepter tout ce que tu as affirmé sur notre famille, mais je commence à voir que j'ai peut-être échoué en tant que mère sur des points importants. Si tu étais d'accord, j'aimerais qu'on se rencontre un jour pour parler, selon tes termes, quand tu seras prête. Ce n'était pas une reconnaissance complète de la violence, pas une excuse complète. Mais c'était une petite ouverture, une petite fissure dans le déni qui avait défini notre relation. J'ai montré la lettre au docteur Lambert. « C'est ta décision », a-t-elle dit. « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pourquoi te sens-tu prête ? Si tant est que tu le sois. » J'ai examiné la question attentivement. « Je ne suis pas encore prête à la rencontrer, ai-je décidé. Mais je pense que je vais répondre. Fixer des limites claires. Peut-être qu'un jour, avec suffisamment de thérapie des deux côtés, une sorte de relation limitée pourrait être possible. Cela semble être une approche saine, a acquiescé le docteur Lambert. Souviens-toi, la réconciliation n'est pas nécessaire à ta guérison. C'est une option, pas une obligation. Cette perspective était libératrice. Pendant si longtemps, j'avais été lié par l'obligation,
par l'idée que les relations familiales devaient être maintenues à tout prix, même au détriment de mon bien-être. Maintenant, je comprenais que j'avais des choix. Je pouvais poser des conditions aux relations. Je pouvais exiger le respect et la sécurité. Je pouvais m'éloigner des personnes qui me faisaient du mal, même si elles étaient de ma famille, surtout si elles étaient de ma famille. Alors que je continue de construire ma nouvelle vie, j'apprends à quoi ressemblent des relations saines. Sophia reste une amie chère et un mentor. Mon équipe au travail me respecte et me valorise. J'ai recommencé à sortir avec des gens, prudemment, avec une compréhension beaucoup plus claire des signaux d'alarme et des limites. J'ai trouvé une communauté grâce à un groupe de soutien pour les survivants adultes de la violence familiale. Plus importante encore, j'apprends à me faire confiance, à reconnaître ma propre valeur indépendamment de la validation des autres, à entendre ma propre voix au milieu des échos persistants des critiques de mes parents. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. La programmation de toute une vie ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais chaque jour, je deviens plus forte, plus confiante dans mon droit d'exister, selon mes propres termes. Ma valeur n'a jamais été déterminée par la façon dont ils me voyaient à leur table, mais par la façon dont j'ai finalement appris à me voir moi-même. Libre de leur définition, de leurs limitations, de leur cruauté. Digne d'amour, digne de respect, digne de paix. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre propre famille dans la mienne, sachez que vous n'êtes pas seul. Le chemin vers la liberté est difficile, mais possible. La première étape est de croire que vous méritez mieux, car c'est le cas. Nous le méritons tous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'évasion est possible. Et j'aimerais beaucoup lire dans les commentaires votre propre parcours vers la libération des relations toxiques. Quel a été votre tournant? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de partir? Votre histoire compte aussi.